Je tiens d'abord à vous remercier pour cet intérêt manifesté pour notre webinaire de ce matin et pour votre participation éventuellement. Je suis Geoffroy Bationneau, ingénieur d'affaires à Sankfis. Je suis chargé du pôle intégration de systèmes. Voilà, c'est évidemment dans ce cadre-là qu'on a initié cette session en tant que partenaire à valeur ajoutée VIM. Voilà, pour vous présenter les innovations de cet éditeur-là. Voilà, je serai le modérateur du webinaire, en compagnie, bien sûr, de nos deux experts VIM qui vont se présenter. Oui, parfait. Du coup, bonjour à tous. Je commence les présentations. Donc, moi, c'est Najib Bourlem. Je suis ingénieur avant-vente chez Vim et je m'occupe en fait de la présentation technique des solutions Vim. Et je me fais un plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour discuter de la solution Vim Backup pour Microsoft 365 en compagnie de Atta. Martial, je te laisse la main. Bonjour Najib, bonjour Geoffroy. Effectivement, moi c'est Aka Atagui Martial, originaire de Côte d'Ivoire, et je suis partner manager chez Vim, en charge donc des territoires de la France, France Ouest et Paris Ouest également, et puis l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et puis Afrique centrale pour tout ce qui concerne l'Afrique francophone. Et donc c'est un plaisir pour nous d'être aujourd'hui avec vous, parce que c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis des mois avec Geoffroy qui a effectivement mentionné le besoin pour Vim et de ses partenaires de rencontrer ses clients puis leur parler de tout ce qui concerne la sauvegarde et la restauration sécurisée que Vim offre. Donc, en ce jour, c'est un véritable plaisir et honneur pour nous. Moi, je serai là pour la partie commerciale et puis derrière, Najib accompagnera pour tout ce qui sera présentation technique et démo de la solution Vim. Donc, je laisse la parole à Geoffroy pour l'introduction. D'accord, merci à vous. Voilà, notre session va s'axer sur deux phases principalement, c'est-à-dire la première phase pour la présentation commerciale de l'offre VIM. Et par la suite, nous allons passer à la démo pratique, bien sûr, de la solution VIM Backup et réplication pour Microsoft Office 365. Voilà, nous prendrons les questions idéalement à la fin de chaque phase. Voilà, mais exceptionnellement pour la démo, je pense que ce serait mieux que ce soit plus interactif. Bien sûr. Voilà, voilà, tout va dépendre. Donc, vous pourrez bien sûr poser vos questions au fur et à mesure en les laissant en commentaire dans le chat ou voilà, de vive ou en levant la main. Tout va dépendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de le présenter brièvement Sanctis. Voilà. Sanctis, qui sommes-nous? Nous sommes une SS2I évoluant dans l'intégration de solutions informatiques depuis maintenant plus de 20 ans au Burkina Faso. Nous sommes membres du grand groupe Alink West Africa avec une présence dans plus de 8 pays de la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Voilà. Nous ambitionnons nous positionner comme un accélérateur de la performance des entreprises en combinant éventuellement la technologie et l'innovation. Voilà. Et pour ce faire, nous avons bien sûr des cœurs de métier. Voilà, les telcos qui représentent l'un de nos plus vieux métiers. Voilà. En plus de ça, actuellement, nous savons intégrer des systèmes. Voilà, nous déployons des ERP, nous développons des logiciels si spécifiques à la demande. Nous savons fournir et implémenter des licences. Voilà, et aussi des solutions de géolocalisation. Voilà. Comme troisième métier, nous savons accompagner également dans la réussite des projets d'infrastructure, voilà, par la mise en place du data center au nord et aussi par la mise en place de solutions de sauvegarde et de réplication de données. Nous nous focalisons aussi sur la cybersécurité, d'ailleurs, qui est une problématique d'actualité. Voilà. Nous proposons des services d'audit. Vous parlez de bilan de sécurité, des pen testing. Voilà. Nous intégrons même des solutions hardware et software, voilà, de sécurité. Voilà. Et pour clore, nous portons également main forte pour le déploiement de solutions d'identité et de biométrie. Voilà. Et nous savons aussi vous accompagner dans la montée en compétence de vos équipes à travers notre centre de formation, le Sanctis Training Center, voilà, qui offre des formations de haut niveau, voilà, certifiantes pour les tech et les non-tech. Voilà, voilà ce que je peux dire assez rapidement sur Sanctis.
Donc là, je vais passer la parole à Ka, que tu puisses avancer sur la présentation commerciale. Merci beaucoup, Geoffroy. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, la première question que nous posons généralement aux différents intervenants, c'est pourquoi Vim? Tout à l'heure, dans ton introduction, tu as mentionné un problème ou un souci majeur et un secteur dans lequel vous intervenez, tout ce qui concerne la cybersécurité. Et de nos jours, nous savons que beaucoup plus d'entreprises font face à ce souci. Initialement, on pensait que c'était un problème qui concernait l'Occident, mais de plus en plus d'institutions en Afrique font face à cette problématique. Donc, la première question qu'on pose généralement, c'est pourquoi Vim? La réponse que nous apportons à cette question, c'est tout simplement un chiffre. Vim, c'est le leader mondial en ce qui concerne la protection des données. On ne parle pas de protection en vendant Vim comme une entreprise qui vend soit des antivirus ou quoi que ce soit, mais on parle de protection tout simplement parce que la sauvegarde fait désormais partie de ce qu'on appelle le dernier recours en ce qui concerne la sécurité et la protection des données. Donc, Vim, c'est le numéro un en termes de part de marché mondial en ce qui concerne la sauvegarde, la restauration et la réplication des données. Bon, en Net Promoter Score, j'ai pas eu le temps de mettre à jour, mais nous étions à 82 l'année passée. Cette année, nous sommes un peu descendus. Par contre, nous restons toujours leaders en ce qui concerne notre secteur d'activité. C'est 81% des entreprises du Fortune 500. C'est plus de 250 récompenses et plus de 450 000 clients dans le monde entier. Et donc, c'est ce que nous avons représenté ici pour 2023. Donc, comme vous pouvez le voir, Vim en 2023, on est en termes de Net Promoter Score numéro un vis-à-vis de nos différents concurrents. Et donc, le Net Promoter Score, c'est le degré de recommandation que nous recevons de la part de nos clients, en fait. Pour étayer aussi tout ce que nous disons, dans le magique cadran Gartner, vous pourrez le voir, mais Vim apparaît et pour cette année, 6 fois de suite numéro un, donc leader en ce qui concerne la sauvegarde et la restauration. Donc derrière, c'est pour dire que nous savons ce que nous faisons et ce que nous faisons, c'est la sauvegarde, la restauration et la réplication des données. Donc, comment Vim veille au maintien donc, des données de nos clients? Nous partons toujours sur la base des chiffres. Est-ce que vous saviez que plus de 85% d'entreprises dans le monde ont subi des attaques ransomware? Et ça, ce sont des rapports que nous avons chez nous. Parmi les 85%, seulement 63% des entreprises sauvegardaient leurs données dans le cloud. Et parmi ces 63, seulement 28 ont une stratégie de reprise d'activité. Donc, une chose est de penser à la sauvegarde, une autre chose est de pouvoir penser à est-ce que en cas de souci, ma sauvegarde qui est faite peut être réutilisable. Donc, c'est en ce sens que Vim se positionne pour permettre à ses différents clients d'avoir une continuité d'activité. Parce que le problème majeur, c'est que toute entreprise aimerait qu'en Oui, cas... Aka, Oui, oui, allô, tu allô? m'entends? Oui, apparemment, ton écran ne s'affiche pas. Je ne sais pas si tu peux regarder. Mon Non, écran, en mon fait, écran ne s'affiche pas. il faudrait sélectionner, il faudrait changer de vue sur la fenêtre Zoom. Tout en haut, en fait, vous avez View Option et vous pouvez, en fait, vous pouvez Ah, c'est sélectionner bon. quel écran. Parfait. Parce que moi, ça me met que je suis en train de partager mon écran. Là, c'est bon. C'est bon. Oh, Parfait. ok, désolé. Donc, vous ne voyez pas tout ce que je présentais. Non, en fait, c'était visible. Il fallait juste choisir quel écran. Parce que les deux, Geoffrey et toi, vous étiez en train de partager et vous avez la possibilité de choisir quel écran avoir sur l'interface. Ah, ok, ok. Donc là, maintenant, vous voyez mon écran? Oui, est-ce que tu peux peut-être essayer de reparcourir un peu, Ok. de revenir un peu en arrière, peut-être? Bon, d'accord, je reviens en arrière un peu. Là, c'est bon? C'est bon? Pour moi, oui. Oui, je Ouais. pense que ça devrait Ou bien aller. Geoffroy, toi, tu arrêtes le partage. Comme ça, moi, mon partage sera le seul disponible. Comme ça, ils n'auront pas de souci de choix d'écran.
D'accord. Ça peut aller pour OK. moi. Bon, donc je vais reprendre. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, Vim se positionne avec les données. Vim est désormais numéro un mondial en termes de part de marché pour la protection et la sauvegarde des données. Notre Net Promoter Score, qui était 82, est passé à 75, mais toujours, nous sommes leaders. 81% des entreprises du Fortune 500. Donc, le Fortune 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises au monde, utilisent Vim. C'est plus de 250 récompenses majeures et plus de 450 000 clients dans le monde entier, ce qui est représenté par ce graphique. Donc là, vous le voyez hein, devant tous nos concurrents en termes de Net Promoter Score. Et ça, ce sont des résultats, des chiffres qui sont faits par des institutions internationales. Ce n'est pas Vim qui les fait dans le Magic Quadrant Gartner. Donc, le Magic Quadrant Gartner est une revue spécialisée dans le secteur de la sauvegarde qui fait les comparaisons des différents intervenants. Et derrière, parmi les acteurs, Vim est classé 6 années de suite leader en ce qui concerne la sauvegarde et la restauration des données. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, plus de 85% d'entreprises ont subi des attaques ransomware en 2020. Et donc, ça, c'est le rapport Forrester qui le donne. Et aussi le rapport des tendances VIM également de 2023. Parmi ces 85%, seulement 63% d'entreprises avaient des sauvegardes de leurs données dans le cloud. Et parmi ces 63, seulement 28% avaient une stratégie de reprise d'activité. Donc, derrière, ça veut dire que le reste, ils pensent à sauvegarder leurs données, mais ils ne s'assurent pas que les données qui sont sauvegardées peuvent être réutilisables ou un plan de reprise d'activité n'est mis en place. Donc, en fait, ce qui rend la continuité d'activité difficile, puisque les entreprises ont pour besoin de penser à leur croissance, ont pour besoin de voir est-ce que mes données peuvent être facilement déplaçables depuis ou vers le cloud, donc la possibilité d'hybridation, d'avoir les données on-premise ou dans le cloud, et également l'augmentation des attaques ou des cybermenaces. D'autres ont des processus de sauvegarde, mais qui sont de façon manuelle, et donc ça rend la tâche non seulement chronophage, mais fastidieuse. Donc, en fait, Vim se positionne comme l'outil majeur qui vous permet d'avoir la sécurité de vos données. On ne parle pas de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si Vim était un antivirus. Non. Aucune structure ne peut garantir à 100% que vous êtes à l'abri. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand une menace se présente, ben, il faudra que vous soyez préparé. Et dorénavant, ben, la sauvegarde, désormais, représente le dernier recours en cas de danger parce que aucun antivirus ne peut vous garantir 100% la sécurité de vos données. Et également, grâce aux fonctionnalités que nous avons incluses dans nos solutions, nous avons la possibilité de vous assurer une restauration des données de façon rapide. On a des fonctionnalités qui sont présentes dont Najib parlera tout à l'heure. Aussi, dans le souci de permettre à nos clients d'être libres et d'envoyer les données là où ils le souhaitent, Vim ben, n'emprisonne pas ses clients. Donc, on permet la liberté de mobilité des données. Tout à l'heure, on a parlé de cloud mobility et autres. Donc, derrière, Vim a mis en place des outils ou des produits qui permettent de faire tout ce que nous avons mentionné. En l'occurrence, notre première tâche qui est la sécurité, donc la sauvegarde sécurisée et la restauration rapide. Donc, on a un outil majeur qui s'appelle Vim Backup and Replication, désormais vendu en licence universelle, qui permet de pouvoir faire la sauvegarde de vos données, que ce soit grâce à des API natives donc, qui sont implémentées pour envoyer vos données dans le cloud sur des machines virtuelles, donc avec des hyperviseurs VMware, vSphere, Hyper-V et autres, des serveurs physiques des applications serveurs ou même de façon dans le SaaS. Nous avons la possibilité, grâce à notre outil qui s'appelle le Vim1, d'avoir la supervision de façon proactive et d'avoir des rapports de vos données. Parce qu'une chose est de sauvegarder, mais une autre chose aussi est d'avoir un œil sur les données sauvegardées.
Donc, grâce à notre outil qui s'appelle Vim One, vous avez la possibilité de façon proactive d'établir des rapports afin de surveiller vos données sauvegardées. Vous avez aussi la possibilité d'orchestrer de façon automatique la reprise d'activité en cas de sinistre. Et donc, c'est une solution qui s'appelle le Vim Recovery Orchestrator qui est aussi disponible. Et cela, désormais, nous l'avons inclus dans un produit qu'on appelle le Vim Data Platform. Donc, désormais, vous n'entendrez pas nos produits de base ou traditionnels, Vim Backup and Replication, Vim One ou Vim Recovery Orchestrator, mais en fonction des besoins du client. Si le client souhaite avoir dans sa Vim Data Platform seulement la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, il va prendre la Vim Data Platform Premium. S'il veut aussi donc la solution pour pouvoir faire et la sauvegarde et la supervision, il va prendre la Vim Data Platform Advanced. Pardon, j'ai confondu. La Vim Data Platform Foundation pour la fonction de sauvegarde, la Vim Data Platform Advanced pour la sauvegarde et la supervision, et puis Premium pour les trois inclus dans sa Vim Data Platform. Voilà, donc c'est une introduction générale pour présenter les produits de Vim. Et en général, on a différents produits. Donc, j'ai déjà mentionné quelques-uns. On a aussi des produits en standalone, donc Vim Data Platform pour AWS, Vim Data Platform pour Azure, pour Google Cloud. Et ce qui va faire l'objet de notre attention spécifique, c'est Vim Data Platform pour Office, Microsoft Office 365. Donc, derrière, d'entreprises ou beaucoup d'utilisateurs qui sont migrés vers Office 365 pensent qu'il ne faut pas sauvegarder les données qu'ils envoient dans l'infrastructure de Microsoft. Beaucoup de clients à qui nous parlons disent, mais Microsoft s'occupe de nos données, mais pourquoi est-ce que nous avons besoin de les sauvegarder? Ben, tout simplement, dans l'engagement et l'agreement que Microsoft signe avec ses clients, Microsoft même mentionne, et ça c'est parce que j'ai partagé l'écran, mais il y a le Microsoft Service Agreement également qu'on peut partager. Il le mentionne, ben, eux, ils vous fournissent l'infrastructure et c'est vous qui êtes en charge de la sauvegarde de vos données. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous partagez sur l'infrastructure de Microsoft, ben, vous devez en prendre soin. Donc, c'est pour cela que Vim vous propose une solution, effectivement, qui vous permet de pouvoir avoir non seulement la possibilité d'avoir la main sur vos données, mais aussi d'avoir la possibilité d'avoir une sauvegarde hybride. Donc, vous pouvez avoir une sauvegarde on-premise ou dans tout autre endroit et aussi dans le cloud de Microsoft. Derrière, quelles sont les raisons ou quels sont les risques que vous évitez en faisant la sauvegarde de Microsoft 365 par Vim? Ben, généralement, les suppressions accidentelles. À combien de reprises certaines entreprises ou certaines personnes dans les entreprises se sont trouvées en train de supprimer un mail qui s'est avéré être un mail important? Ensuite, on a aussi la possibilité d'offrir des sauvegardes, on dit granulaires. Donc, vous ne pouvez pas forcément vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder ou vous ne devez pas sauvegarder tout. Vous pouvez choisir de sauvegarder, de restaurer un email ou un document spécifique dont vous avez besoin. On a également les menaces internes et externes. Pour les menaces internes, à combien de reprises est-ce qu'il y a des employés qui sont partis peut-être mécontents et qui, pour faire mal à leur employeur, ont supprimé des données qui s'avéraient être des données importantes. Ou ils disent, moi j'ai contribué à bâtir cette entreprise avec des données, ben, je pars avec mes données. Imaginez si l'entreprise n'a pas une sauvegarde des données que cet employé a effacées ou est parti avec. Et les menaces externes. Dorénavant, nous savons tous que toutes les attaques ransomware passent par le phishing, donc l'envoi d'un mail anodin pour avoir un cheval de Troie dans l'entreprise. Et donc, désormais, grâce à la sauvegarde, et surtout la sauvegarde par Vim de l'Office 365, vous êtes sûr que vous avez des réponses que vous pourrez apporter si vous subissez des attaques ransomware. Et aussi pour des exigences de conformité et la possibilité donc d'avoir des sauvegardes hybrides. Donc, dans l'ensemble, Vim Backup pour Microsoft 365 permet de sauvegarder donc Exchange, SharePoint, OneDrive et aussi Teams.
Derrière, qu'est-ce que nous proposons? Et comme d'habitude, nous parlons de liberté d'infrastructure. Liberté d'infrastructure parce que c'est vous qui décidez de l'endroit où vous envoyez vos données. Vous pouvez décider de l'avoir sur site dans un cloud ou de le donner en gestion à une entreprise qui fait du managed service, par exemple. Vous êtes aussi en mesure de maîtriser votre temps de reprise d'activité. Derrière, ça vous donne une certaine responsabilité et une certaine propriété de vos données. Parce qu'il y a certains qui disent, OK, moi, je vais envoyer mes données soit vers une telle ou telle personne. Vous allez dans un cloud, mais une fois que les données y sont, pour pouvoir les récupérer, c'est là où vous êtes beaucoup plus facturé, où vous devez avoir des coûts supplémentaires, vous avez certaines contraintes. Donc, derrière, Vim vous donne la possibilité d'avoir la maîtrise sur vos sauvegardes. La flexibilité également dans la restauration, on le verra à la fin de la présentation également, parce que Vim offre plus d'une cinquantaine de possibilités de restauration des données. On a aussi la restauration évolutive, donc la restauration de façon granulaire où on peut même conférer la possibilité à un utilisateur de restaurer les données dont il a besoin. Dorénavant, les cyberattaques ciblent beaucoup plus Microsoft 365, comme je le disais. Plus de 80% des attaques ciblent les applications Office, en l'occurrence Outlook. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas reçu de mails de personnes qui vous laissent introduire dans notre système? Et donc, 17% de ces attaques se font par email, le phishing dont je parlais. Et généralement, c'est un tiers de ces données qui ne peuvent être restaurées. Donc, ça veut dire que au moins un tiers des données sont perdues après les attaques ransomware par les entreprises. Comme vous pouvez le voir, Office fait partie, en tout cas, est en tête en ce qui concerne les outils visés. Donc, je vais maintenant passer la parole à Najib pour prendre la main pour nous présenter les copies des sauvegardes inaltérables que Vim propose. À toi le Merci, micro. Ada. Alors, en fait, quand on parle d'inaltérabilité des sauvegardes ou bien immuabilité des sauvegardes, alors l'une des recommandations, en fait, une fois qu'on fait les sauvegardes, c'est d'avoir en fait des backups inaltérables. C'est quoi l'immobilité en fait? C'est le fait de rendre nos copies de sauvegarde non modifiables. Du coup, c'est bien d'avoir une sauvegarde, mais être sûr derrière que la sauvegarde ne peut pas être modifiée, c'est quelque chose qu'il faudrait implémenter sur toutes vos sauvegardes. Du coup, avec la solution Vim Backup pour Microsoft 365, en fait, on peut rendre nos backups immuables pour derrière avoir cette certitude qu'en cas de problème, en fait, nos backups, ils n'ont pas été modifiés et on pourra restaurer une donnée propre. Tu peux avancer sur la slide data, s'il te plaît? Donc, pour être en conformité avec la règle du 3-2-1, qui stipule qu'il faudrait avoir trois copies de données, donc une en production et deux sur deux médias différents. Donc, on va utiliser en fait les mécanismes de copie de sauvegarde pour avoir cette immuabilité et en même temps appliquer cette règle du 3-2-1. Donc, on va faire la première copie, que ce soit on-prem ou dans le cloud, et derrière, on va faire une autre copie, que ce soit avec la même rétention ou une rétention à long terme, tout en bénéficiant en fait des options d'immobilité offertes par le stockage S3. Slide suivant. Slide suivant. OK. Et du coup, avec enfin Vim Backup pour Microsoft 365, comme l'a stipulé Atta tout à l'heure, en fait, on a une intégration avec notre outil de monitoring Vim1 qui va nous permettre en fait d'avoir une visibilité plus détaillée sur notre infrastructure de sauvegarde. Et par là, on veut dire un autre serveur Vim Backup pour Microsoft 365. On aura la possibilité, par exemple, de configurer des alarmes sur l'exécution des jobs. On pourra avoir une vue globale, par exemple, des utilisateurs qui sont protégés. On aura une vue globale, par exemple, sur notre repository, combien d'espace on consomme, sur l'exécution des jobs, s'ils se sont faits avec succès, s'il y a des erreurs, et ainsi de suite. Et tout ça va se faire d'une manière automatique avec une interface graphique claire et directe. Slide suivant.
OK. Et du coup, donc, à côté de la solution Vim Backup pour Microsoft 365, on verra durant la démo en fait qu'on a la possibilité depuis la console de configurer les jobs et de faire toutes les options de restauration. On verra ça plus en détail. On va utiliser les explorateurs Vim qui vont nous permettre en fait d'utiliser ce qu'on appelle les discovery, c'est la recherche avancée qui va nous permettre en fait d'aller pointer par exemple que ce soit sur un mail ou que ce soit sur un document SharePoint ou un document OneDrive en mettant des critères de recherche spécifiques et en rajoutant plusieurs critères pour aller pointer sur le document dont on a besoin. Et à côté de ça, en fait, pour plus d'autonomie et pour que vos utilisateurs ils soient autonomes, on a rajouté la possibilité en fait pour que l'utilisateur final il se connecte sur un portail self-service et qu'il puisse faire ou effectuer les restaurations lui-même sans avoir accès, bon, sans avoir le besoin, par exemple, de contacter un administrateur, d'ouvrir un ticket ou autre. Vous aurez la possibilité, en fait, de donner l'accès aux utilisateurs pour qu'ils se connectent sur une interface web et pour qu'ils fassent les restaurations eux-mêmes. Slide suivant. Alors, comme l'a mentionné Atta tout à l'heure, en termes de restauration, on compte une cinquantaine de façons de faire, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Par exemple, pour tous les éléments SharePoint, on aura la possibilité de restaurer directement vers le tenant M365. On a la possibilité, par exemple, d'exporter la totalité de la boîte en format PST pour l'intégrer comme une archive plus tard. On a la possibilité en fait d'enregistrer plusieurs éléments en local ou bien de les envoyer en tant qu'attachment. Pour tout ce qui est OneDrive, on peut restaurer le OneDrive au complet. On peut restaurer, par exemple, au document, à l'élément près, on pourra restaurer un dossier. Et là, on a aussi la notion de versionning qui va nous permettre, en fait, depuis un point de sauvegarde, d'aller récupérer les anciennes versions du fichier. Pour le OneDrive, par exemple, on a même la possibilité de copier la totalité du OneDrive et de le coller chez un autre utilisateur. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez des collaborateurs qui quittent la société et vous voulez récupérer la totalité de leur OneDrive et le mettre à disposition d'une autre personne. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez des collaborateurs qui vont en congé de maternité et pour qu'il y ait une succession on peut copier le OneDrive et le coller chez un autre utilisateur. Pour le SharePoint, c'est pareil. On a la possibilité de restaurer le SharePoint en entier, de restaurer les librairies et les documents à l'intérieur du SharePoint, que ce soit directement vers le tenant ou bien en sélectionnant les objets qu'on souhaite restaurer et en les enregistrant euh, dans un document zip, par exemple, pour les mettre à disposition. On peut, par exemple, envoyer les documents ou bien les fichiers qu'on souhaite restaurer en tant qu'attachment. Et bien sûr, tout ça se fait via l'explorateur et on peut appliquer, par exemple, des critères de recherche spécifiques pour aller restaurer seulement l'élément dont on a besoin. Pour le Teams, c'est pareil. Donc, on a la possibilité de restaurer le Teams avec ses configurations. On peut restaurer les channels, les posts et les fichiers à l'intérieur des Teams. Donc, ça, c'est une vue générale, en fait, de toutes les possibilités offertes en termes de restauration. Slide suivant, Atta, s'il te plaît. OK. Et du coup, si vous avez des questions d'ordre général avant de passer à la démo, et durant la démo, en fait, on va essayer de faire ça d'une manière interactive. En même temps, je vais vous montrer comment on configure les jobs, comment on connecte notre tenant, et on va faire des tests, par exemple, de suppression de mails et de fichiers SharePoint en production, et je vais vous montrer comment on fait pour les restaurer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner sur le chat, et on pourra continuer par la suite. J'aimerais profiter de l'occasion pour demander à Geoffroy d'être le modérateur, comme ça il prend les questions pour les personnes qui ont levé les mains et puis ainsi de suite ou qui les ont écrites. OK? Oui, bien D'accord, sûr. ça marche. OK, oui, Il Aïda? y a une main. Oui, allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, félicitations pour les présentateurs. Moi, j'avais trois questions. Oui, s'il vous plaît. Voilà, trois questions. Ma première question est, le responsable marketing a tantôt spécifié que, quand bien même Vim est le top dans le monde, mais il a constaté qu'il y a une baisse d'influence dans le monde.
qu'est-ce qui est dû à ça? Est-ce que vous pouvez me donner des raisons qui font qu'il y a une baisse d'influence du film dans le monde, quand bien même vous êtes toujours en tête voilà, de l'utilisation dans le monde? Quand vous dites une baisse d'influence, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au nombre d'utilisateurs? Oui, oui, puisque tantôt, bon, je ne sais pas c'est quelle année, il était à 82% d'utilisation dans le monde et tantôt c'est revenu à 81%. Ça veut dire qu'il y a une baisse d'utilisation dans le monde. Est-ce que c'est parce comment on appelle ça? Est-ce que dans le monde, il y a des concurrents qui tendent à émerger ou bien peut-être c'est peut-être à cause des politiques marketing et financières qui font que des personnes ou des entreprises tendent à aller vers d'autres solutions. Donc, je veux que vous nous expliquiez pourquoi cette baisse d'influence de Vim dans le monde. Je, je, Voilà. je- je vais prendre la main, Najib, si tu souhaites, pour répondre Oui, bien sûr. à cette question. Donc, effectivement, vous parlez du Net Promoter Score. Donc, en effet, comme je l'ai montré, en 2022, le Net Promoter Score de Vim était autour de 82. Et effectivement, en 2023, d'après le dernier rapport, c'est sorti et c'est venu à 75. Donc, en fait, le Net Promoter Score, c'est le taux de recommandation ou comment est-ce que les clients parlent de Vim. On ne pourrait pas appeler ça une régression parce que si vous remarquez, dans les premiers slides que j'ai présentés, on était à 400 000 clients en 2022 et là, en 2023, nous sommes à plus de 450 000 clients dans le monde. Mais nous, d'après nos statistiques ou d'après ce qui nous est revenu, beaucoup plus, c'est par rapport à la situation générale, hein, globale dans le monde, des crises et autres. C'est vrai que nos concurrents travaillent, mais chez Vim, nous avons toujours, et si vous remarquez, nous faisons l'effort de venir à chaque fois avec des nouveautés, avec des améliorations, parce qu'on a une équipe de recherche et développement qui travaille pour toujours répondre aux besoins constamment changeant de nos clients. Donc, on ne prendrait pas ça comme une régression. Mais même malgré cela, vous remarquez qu'on est toujours en tête. Donc, ça veut dire que on ne dirait pas les autres font pas mieux que nous, mais on garde toujours la tête haute, en fait. On n'a pas eu d'explication explicite de ça, mais on ne sent pas de régression de notre côté. Notre nombre de clients croît, beaucoup plus de renouvellement, et surtout, on apporte toujours de nouvelles solutions et de nouvelles réponses à nos clients. Voilà. Ouais, ok, donc peut-être si il y a des graphes, il y a des graphes qui nous montrent annuellement, pendant une certaine période, l'évolution de la clientèle en termes d'utilisation de la solution VIM. S'il y a ce graphique que vous cédez, peut-être que si vous nous partagez la contenance, ça nous fera gagner un peu plus. Maintenant, ma deuxième question, je vois que dans les slides, et, bon, vous avez survolé rapidement la question de licensing. Quand je dis licensing, ça veut dire que, et, bon, j'ai vu sur un slide, ça parlait comment dire, les licences en termes comment on appelle ça, en termes d'instance, en fait. C'est que quand on utilise comment dire, les outils Vim, il y a la licence qui suit derrière. C'est-à-dire, soit c'est l'utilisation comment on appelle ça, l'utilisation des instances ou bien l'utilisation voilà, bon, c'est pas, selon vous, qu'est-ce qui est utilisé? Parce que vous avez survolé la question. Il y a l'utilisation des instances et encore plus loin, l'utilisation des sockets qui est plus large dans l'utilisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'utilisation de ces licensing-là, quant à Oh, l'utilisation quant à l'utilisation de Microsoft 365 particulièrement. Sinon, est-ce que, est-ce que vous voyez le slide que j'ai mis là concernant les licences Vim? oui, bon, sur l'écran, ce qui est marqué, c'est Microsoft 365. Ah, Bon, ok. ça, c'est la phase question, quoi, la phase question. Voilà, un instant, je vais Mhm. voir nouveau partage. Est-ce que vous voyez l'écran? Dites-moi si vous voyez. Voilà, ok, voilà, c'est venu. Voilà. Donc, en fait, comme je le disais, au niveau des produits et des licences,
J'ai Mhm. survolé effectivement parce que le but principal qui avait été annoncé, c'est de présenter Microsoft 365. Mais il est bien de comprendre le mot de licensing de Vim. En fait, au départ, Vim avait les types de licences qu'on appelait aussi les licences par socket ou les licences perpétuelles. C'était des licences qui étaient achetées par les clients, ils l'installaient et puis ils n'avaient qu'à renouveler la maintenance. Mais depuis l'année dernière, 2022, Vim est venu avec un nouveau type de licensing. Comme je l'ai dit, avec une équipe de recherche et développement qui a travaillé pour mettre en place ce qu'on appelle chez nous une licence universelle qui regroupe en même temps, parce que ce que faisaient les licences par socket, c'était des licences qu'on appelle en standalone. Donc, pour chaque type de produit, il fallait trouver une licence adaptée, ainsi de suite. Donc, derrière, avec la licence universelle, on a une seule et unique licence qui permet de sauvegarder les environnements virtuels, les serveurs physiques, les applications et aussi des fichiers partagés dans un NAS en production. Derrière, cette licence-là vient avec ses avantages et donc ça fait que c'est une licence qu'on appelle les licences à la souscription. Donc, durant la période de votre souscription, vous avez ces licences qui sont valables à les périodes de souscription allant de 1 à 5 ans. En dehors de cela, pour les licences pour Vim Backup pour Microsoft 365, cette fois-ci, c'est à l'utilisateur. Donc, c'est un mode de licensing différent, avec un minimum d'utilisateurs qui est de 10. Et en choisissant le nombre d'utilisateurs, vous avez les licences pour chaque utilisateur et derrière, ça vous permet de sauvegarder tout ce que l'utilisateur utilise dans Office 365, que ce soit OneDrive, SharePoint, Outlook ou Teams. Voilà un peu la différence en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, en partie. Mais Voilà. en réalité, l'idée que j'avais sur cette zooming-là, c'était bon, des considérations plus larges, quoi. Ouais, en dernière minute, j'ai regardé que c'était particulièrement ciblé sur 365. Moi, OK. dans notre idée, puisque déjà nous faisons partie, moi et puis mes collègues, à voilà, une direction, voilà, et maintenant qui possède des infrastructures informatiques. Donc, OK. notre besoin ici bon, est ciblé en termes de voilà, sauvegarde les données, étant donné que nous avons des serveurs et des machines physiques et des machines virtuelles. L'idée ici, c'était comment arriver à faire le dimensionnement de notre infrastructure en termes de, comment on appelle ça, de la licence spécifique que nous devrons souscrire. Quand je dis licence spécifique, là, par exemple, si c'est comment dimensionner cet environnement-là, si par exemple le nombre d'instances ou bien le nombre de sockets, en fonction de quelle situation il est plus préférable de prendre tel ou tel type de licence. Voilà. En réalité, c'était cette. Déjà, quand nous avons vu qu'aujourd'hui, il va y avoir une présentation sur Vim, déjà, notre idée, bon, on s'était dit que nos questions auront trouvé solution, mais à la dernière minute, j'ai vu que voilà, c'était plus dédié à Microsoft 365. Donc, ça m'a un Oui, peu refroidi, entre guillemets. Non, OK. mais je crois que pour ça, les commerciaux de Sanfis pourront rentrer en contact avec vous C'est, pour c'est gérer ce ce Oui, oui, on paramètre. pourra toujours, c'est oui, ce on que pourra j'allais toujours dire. échanger avec vous voilà, par rapport à ce besoin spécifique. C'est ce que j'allais dire. Donc, pour ce besoin spécifique, effectivement, je pense que Sankfis va prendre le relais. Et puis derrière, on va bien qualifier votre projet en fonction de votre infra. Mais dans l'ensemble, pour pouvoir clore ce chapitre, je mets ici que pour les nouvelles licences universelles, comme vous avez déjà, vous en avez entendu parler, une licence universelle équivaut à 10 instances. Et une instance, c'est quoi? Ben, tout simplement, une instance, c'est, moi je dis, c'est comme un billet de 1 000 francs qui comprend 10 pièces de 100 francs. Donc, pour 10 pièces de 100 francs, vous utilisez une pièce de 100 francs. Donc, un jeton peut permettre de sauvegarder une VM pour la licence universelle. Une instance permet de sauvegarder un serveur physique. Une instance permet de sauvegarder 3 PC. Donc, pour des postes, si vous avez un poste de travail à sauvegarder. Une instance permet de sauvegarder une application serveur. Et pour ceux qui ont un NAS en production, une instance permet de sauvegarder 500 gigas de données. Donc, grâce à cette répartition, vous pourrez savoir
en fonction de votre infrastructure. Si vous avez, par exemple, 10 VM à sauvegarder, combien de licences est-ce qu'il vous faut? Si vous avez 15 VM, si vous avez 2 VM, 3 serveurs physiques, 1 Tera ou 2 Tera, vous saurez comment repartir dans le choix des licences. Mais Geoffroy, ça, c'est un travail de maison pour toi, pour après, Oui, tout derrière, à rentrer fait. en contact avec eux, et puis nous pourrons discuter de façon spécifique leurs Tout besoins. à fait. Tout OK? à fait. Tout à fait ça. D'accord. Je vois qu'il y a une autre main qui est levée depuis. Phrase Kojo. Oui, dernière Oui, question. merci beaucoup. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ah oui, Oui, on vous entend. Voilà. Ma question est un peu technique. Oui, C'est vrai que le sujet, c'est bien Vim, mais axé sur Office 365. mhm, Mais moi, je voulais aller au-delà parce que moi, je suis dans un domaine, enfin, dans un secteur de finance. d'accord. Donc, je voulais savoir, est-ce que la technologie Vim, est-ce que ça permet de faire des sauvegardes pour pouvoir permettre une restauration, par exemple, pour la reprise d'une activité au niveau d'un secteur de microfinance où en une minute, il peut y avoir bien l'opération. Alors, il est actuellement 10h47. Alors, si 10h47, je suis en train de... Tout se passait très bien. Et une minute après, à 10h48, alors, tout est bloqué parce que la base de données a été attaquée. Est-ce que je peux restaurer, par exemple, la situation il y a 10h47 pour pouvoir permettre que toutes les opérations qui ont été sauvegardées, validées, n'est-ce pas, à 10h47 puissent être reprises et que c'est seulement les opérations qui n'ont pas été validées qu'on pourra reprendre, par exemple. Est-ce que Vim permet, n'est-ce pas, de faire cette Euh, oui, sauvegarde et restauration? oui, en fait, vous Voilà, avez la possibilité de le faire ça, mais on va un peu sortir du sujet. Bon, voilà. donc le rendez-vous aujourd'hui, c'est plutôt dédié à Vim Backup pour Microsoft 365, mais avec Vim D'accord. Backup et réplication, en fait, vous avez Hmm, la possibilité de répliquer vos VM ou bien vos bases de données en production et mhm. de pouvoir, en fait, faire ou bien de basculer vers le réplica ou bien d'utiliser la Ah, c'est bloqué, je n'entends plus. oui, Ouais. Najib, c'est bloqué. Est-ce que tu prends peut-être la... Euh, Est-ce que tu peux reprendre? là, vous arrivez à m'entendre? Oui, Oui, ça y est, là, c'est ça va. bon. Ok. Du coup, je disais en fait, pour votre cas de figure, vous avez des fonctionnalités sur Vim Backup et Application qui vous permettent en fait d'attaquer ce besoin. Par Mhm, exemple, une fois que vous avez fait le backup de votre base de données, ou bien si vous utilisez un job de réplication ou un job CDP, vous mhm. aurez la possibilité, par exemple, de faire de la reprise d'activité avec un RTO réduit. Ok, d'accord. Et j'aimerais aussi apporter un additif aussi. On Ok, a une ok. fonctionnalité qui s'appelle l'Instant Recovery, Mhm, que Najib n'a pas mentionné également. Donc, en mhm, fait, l'Instant Recovery est une possibilité ou une fonctionnalité de restauration de données qui vous permet de mhm, pouvoir commencer à utiliser une VM que vous avez sauvegardée pendant que vous faites sa restauration en ayant accès aux données pour pouvoir commencer à travailler en production en attendant que la restauration puisse être définitive. N'est-ce pas, Najib? Oui, exactement. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et est-ce qu'il y a des licences, disons, dédiées à Spécifique. ce genre de Non, restaurant? en Voilà. fait, les fonctionnalités, elles sont incluses dans la Vim Universal License dont parlait Atta tout à l'heure. En fait, Ok. l'idée avec Vim, c'est que on n'a pas cette notion d'add-on plugin ou autre. Mhm, En fait, quand vous achetez une mhm, licence universelle, toutes les mhm. fonctionnalités de la solution, vous pouvez les exécuter. D'accord. Donc, un deuxième devoir de maison pour Geoffroy, Oui. rentrer en Alors, contact avec Monsieur Kodjo, et puis derrière, on va définir parfait. son besoin exactement, et puis on pourra y répondre. Oui. Exactement, ça Du m'intéresse. coup, avant de OK. continuer, il y a une Oui, question il y a de une question, Salif. Bien. exactement. Oui. Alors, je pourrais voir la matrice de compatibilité de vos solutions, notamment Home Support Power VM. Alors, du coup, la solution pour Vim Backup pour Microsoft 365, actuellement, elle vous permet de sauvegarder les 4 services principaux du tenant Office 365, donc Exchange, OneDrive, Microsoft Teams et SharePoint.
C'est les 4 services qu'on va protéger avec la solution Vim Backup pour Microsoft 365. Donc, pas de Power VM pour le moment. Alors, quelle technologie utilisez-vous pour assurer l'immuabilité des données pour protéger contre les attaques de type ransomware? Alors ici, en fait, en fonction du stockage que vous allez utiliser, nous, derrière, en fait, on va tirer parti de l'immuabilité au niveau du stockage S3. Par exemple, si vous allez stocker vos données sur de la AWS, on va utiliser le S3 lock de AWS derrière. Si vous utilisez comme stockage, vous allez avoir un repository Azure, du coup, on va utiliser l'immuabilité du blob Azure. Si vous allez utiliser par exemple du Wasabi pour stocker vos données, nous, on va utiliser la technologie de Wasabi derrière. En fait, on s'intègre avec l'immuabilité du service provider et du stockage qu'il donne. Alors, quel est le niveau de compression maximal que Vim supporte en fonction de la vitesse de restauration? Alors, en ce qui concerne la compression pour Microsoft 365, en fait, ça va dépendre du type de stockage que vous allez utiliser. Si jamais vous optez pour du stockage S3, ici, en fait, la compression, elle va osciller entre 40 et 50% pour les éléments Exchange et entre 45 et 55% pour les éléments SharePoint. Par contre, si c'est du stockage bloc, à ce moment-là, en fait, on n'a pas une grande compression. Le taux, il va varier entre 3 et 5%. Donc, la compression, en fait, elle va se jouer au niveau du stockage que vous allez utiliser pour les backups. J'espère que j'ai été clair sur ce point. Oui, on a une autre question hein, de... Alors, lors de la sauvegarde des données EVM. Du coup, pour pas Ouais. qu'on sorte du sujet, je vais éviter de répondre en fait aux questions qui parlent de Vim Backup Air Application. On va essayer de rester sur le sujet Microsoft 365. Et pour les points qui concernent Vim Backup and Replication, Geoffroy, prends contact avec tous les différents intervenants. Comme ça, derrière, de façon spécifique, on va aborder les besoins de chacun et puis on saura comment y répondre par la suite. OK? Je pense aussi qu'à la fin, quand même, ils pourront faire des propositions de thèmes, peut-être pour les Voilà. prochaines sessions. Voilà. OK. Bien sûr. Ok, bah, du coup, on va reprendre un peu le sujet avec la petite démo technique. Du coup, ici, vous arrivez à voir mon écran? Pas encore. Moi, j'arrête de partager. J'arrête de partager. D'accord. On vient de recevoir une autre question hein, sur l'utilisation de Vim sur Office 365. De service nécessite une infrastructure supplémentaire. OK. Du coup, en ce qui concerne le déploiement de la solution, en fait, comme on est une solution logicielle, en fait, on est agnostique au hardware. Avec Vim Backup pour Microsoft 365, vous avez plusieurs types de déploiement, donc en fonction du besoin. Si par exemple, vous avez des exigences ou des conformités qui vous obligent à garder la donnée chez vous, vous avez la possibilité de déployer la solution en local. Donc, que ce soit sur une VM ou sur un serveur physique, ou bien vous avez aussi la possibilité de la déployer dans le cloud. Par exemple, si vous regardez sur le marketplace Azure, vous avez déjà une VM avec la solution prédéployée que vous pouvez utiliser pour faire la sauvegarde de vos données sur le tenant Office 365. Comme en fait Microsoft 365, c'est une offre SaaS, les données, elles se trouvent dans le cloud. Vous, en fonction du besoin, vous avez la possibilité de déployer Vim Backup on-prem chez vous ou de la déployer directement dans le cloud, que ce soit dans Azure, AWS ou par exemple un service provider qui met à votre disposition une infrastructure. Vous pouvez déployer la solution dessus et derrière, vous aurez juste à connecter le tenant à la console et vous pourrez faire la sauvegarde. Ça répond à ta question, Lassine? Oui, ça répond à ma question. Merci. Parfait. Ok. Du coup, en fait, comme vous pouvez le voir ici, donc ici, on a l'interface de Vim Backup pour Microsoft 365. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà Vim Backup Air Application, vous ne serez pas dépaysés. L'interface, elle se ressemble. Donc, tout a été pensé pour que la configuration elle soit la plus directe possible. Donc, tout ce qui est configuration, ça va se faire avec des boutons. Donc, une fois qu'on a déployé la solution, la première chose à faire, c'est de configurer en fait nos repositories. Le repository, c'est quoi? C'est juste l'endroit où on va stocker nos backups. Pour faire ça, c'est simple. Sur la partie backup infrastructure, on va aller sur rajouter repository. Et ici, en fait, vous donnez un nom. On va faire par exemple test
Exchange. Alors, hop. Et derrière, en fait, vous choisissez le type de cible de sauvegarde. Est-ce qu'on va stocker les backups sur du stockage bloc en local ou est-ce qu'on va en fait les mettre dans du stockage objet? Une fois que c'est fait, il nous reste en fait à connecter notre tenant à la console. Pour faire ça, on a le petit bouton rajouter organisation et ici en fait on va choisir le type de déploiement. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la solution, elle peut sauvegarder le tenant Office 365 ou elle peut être déployée en mode hybride. Donc, par exemple, vous avez un tenant Office 365 et en même temps, vous avez gardé des données, par exemple, sur SharePoint on-prem ou bien Exchange on-prem. Donc, avec la même solution, on peut protéger le tenant Office 365 et on peut protéger en fait les données qui se trouvent sur Exchange et SharePoint on-prem. Du coup, ici, on va sélectionner les services qu'on souhaite protéger. Donc, pour mon cas, ça va être Exchange, SharePoint et Microsoft Teams. Et derrière, en fait, c'est la solution Vim Backup pour Microsoft 365 qui va déployer une application sur l'AD Azure pour permettre en fait une connexion sécurisée entre la solution Vim Backup pour Microsoft 365 et le tenant Microsoft 365. Et derrière, en fait, l'application, une fois qu'elle va être déployée sur le tenant, ou bien sur l'AD Azure, ça va nous permettre derrière d'avoir une connexion sécurisée. On va pouvoir ajouter un certificat pour que le rapatriement des données et tout ce qui est restauration et la connexion entre la console et le tenant Office 365 soit sécurisé. Et pour faire ça, en fait, c'est direct, c'est simple, c'est que du suivant, suivant, suivant. Et c'est l'application Vim Backup pour Microsoft 365 qui va déployer sur l'AD Azure tout ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, on va voir notre tenant s'afficher ici et on pourra déjà commencer à créer les jobs de sauvegarde. Donc, par exemple, pour créer un job pour Exchange, je clique sur le bouton Backup, je donne un nom. Et ici, en fait, je vais pouvoir rajouter mes utilisateurs ou bien l'organisation au complet. Et pour ça, en fait, vous avez le choix. Donc, on a la vue utilisateur, donc je peux sélectionner les utilisateurs un par un. Ou bien, pour plus de flexibilité, on a la possibilité aussi d'utiliser les groupes pour une manière, en fait, pour pouvoir créer les jobs de sauvegarde d'une manière dynamique. Et ici, en fait, on peut utiliser soit les groupes Microsoft 365, les groupes, les listes de distribution et les groupes de sécurité. Et l'idée derrière, en fait, c'est de vous faciliter la tâche. Comme ça, vous, par exemple, à chaque fois que vous rajoutez un utilisateur dans un groupe, cet utilisateur-là, il va être sauvegardé d'une manière automatique. Vous n'avez pas à rajouter les utilisateurs un par un à chaque fois que vous créez les jobs. Et si on veut respecter, on va dire, les bonnes pratiques en termes de sauvegarde pour Microsoft 365, on peut rajouter l'organisation complète. Comme ça, on aura aucun utilisateur. Et ici, si je clique sur Edit, en fait, j'ai la possibilité de sélectionner par service. Par exemple, sur ce job-là, moi, je vais prendre tous les utilisateurs du tenant et je vais sauvegarder tout ce qui est mail et archives. Donc, je fais OK. Après, quand je clique sur Next, j'ai la possibilité en fait d'exclure des utilisateurs depuis ce job de sauvegarde. Supposons par exemple que vous avez des utilisateurs externes, que vous avez des stagiaires ou bien des collaborateurs qu'il ne faudrait pas sauvegarder, on a la possibilité par exemple d'exclure des utilisateurs des jobs pour qu'ils ne soient pas sauvegardés. Et derrière, en fait, je vais choisir juste l'endroit où je veux stocker ma sauvegarde. Par exemple, moi, sur les repositories, j'ai un repository par service. Comme ça, je pourrais mettre en fait des rétentions différentes. Pour les emails, on va dire, moi, je veux une rétention d'un an. Pour SharePoint, je veux une rétention à vie parce que les documents, ils sont importants. Je veux du versionning. Je veux garder en fait tous les documents qui vont être stockés. Je vais avoir une copie en local. Du coup, pour SharePoint, je vais mettre une rétention à vie. Pour Exchange, je vais mettre une rétention, on va dire, pour les utilisateurs standards, je vais mettre une rétention de 6 mois. Pour les VIP, je peux mettre une rétention d'un an. Et du coup, en fait, ça vous donne cette flexibilité et vous pouvez jouer sur la rétention en fonction du besoin. Et derrière, la dernière option, c'est le schedule. Et là, en fait, c'est en fonction du besoin, c'est à quelle heure le backup il va tourner. Ça peut tourner une fois par jour, ça peut tourner périodiquement chaque 5 minutes, chaque demi-heure, chaque 2 heures, chaque 4 heures en fonction du besoin. La même chose, par exemple, si je veux créer un job pour SharePoint, donc je clique sur le backup, je donne un nom à mon job.
de la même manière, en fait, je peux rajouter ici les sites SharePoint, soit un par un, soit les sites perso ou autres, ou sinon, pour respecter les bonnes pratiques, donc je sélectionne mon organisation au complet, comme ça, j'ai tous mes sites SharePoint, et quand je clique sur Edit, je vais lui dire que sur ce job, il va être dédié seulement au site SharePoint. Comme ça, je sauvegarde tous les sites, et j'ai la possibilité derrière, par exemple, d'exclure les sites SharePoint perso, parce que pas besoin de les sauvegarder. Donc ici, il sait reconnaître les sites SharePoint perso et les sites SharePoint partagés. Donc moi, je vais cocher cette case et comme ça, les sites personnels, ils ne vont pas être inclus dans mon job. Et derrière, en fait, je vais choisir le repository où je veux stocker ma donnée. Et derrière, je vais lui dire est-ce que ça doit tourner une fois par jour, est-ce que ça doit tourner chaque 4 heures pour avoir plusieurs versions du même fichier, et ainsi de suite. Alors, je vois qu'on a une question. Ah, ok, d'accord. Voilà. OK, du coup, une fois qu'on a configuré notre job, on peut faire de la restauration. Par exemple, je reprends mon job Exchange. Avec un petit clic droit, en fait, j'ai la possibilité de lancer les explorateurs. Donc, soit je lance le dernier point de restauration, ou bien je clique sur Explore Exchange Point in Time, qui va me donner en fait la possibilité de choisir le point de rétention en fonction de la rétention que vous avez configurée sur votre repository. Par exemple, ici, je peux retourner en arrière, alors de mémoire, jusqu'à 6 mois en arrière, parce que j'ai 6 mois de rétention pour mes mails. Du coup, moi, je vais prendre le dernier point de rétention, je clique sur Browse et ça va me lancer l'explorateur qui va me permettre en fait de parcourir mes backups et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si je clique ici, en fait, je peux voir la liste des boîtes mail qui ont été sauvegardées et je peux les parcourir. Alors, on va faire un test en direct. Je vais me connecter sur l'une des boîtes, on va supprimer des mails et on va les restaurer. Alors, je suis connecté sur cet utilisateur-là. Alors, on va supprimer par exemple ces deux mails. Hop, je supprime Miguel Mora et je supprime celui-là aussi. OK. Donc ici, si on va sur la corbeille, je peux voir que les mails, ils sont ici. Alors, donc c'était Miguel Mora et Dorset. Donc ces deux-là. Ici, ce qu'il faudrait savoir, c'est que par défaut, vous avez une rétention d'un mois chez Microsoft et qu'on peut en fait avoir avec ce petit bouton Recover item deleted from this folder. En fait, les mails que vous allez supprimer, ils vont rester en fait dans cette corbeille pendant un mois et une fois le mois passé, ils vont être supprimés d'une manière définitive. Si par exemple moi j'y accède ici, alors je vais juste noter le nom des mails parce qu'on va utiliser ces critères pour la recherche. Alors, c'était Miguel Mora. Hop. OK, moi, je vais supprimer ces deux mails. Alors, hop, d'une manière définitive. Et normalement, sans backup, en fait, je n'ai pas la possibilité de les retrouver. Donc, si je fais, hop, juste pour vérifier que le mail, il n'est pas là. OK, donc le mail, il n'est pas en boîte de réception. Et si je fais la même recherche ici, le mail, il a bien été supprimé. Donc là, le mail, il est supprimé définitivement. Et on va utiliser en fait notre explorateur pour le restaurer. Donc, on revient à l'explorateur. Et ici, en fait, je vais pointer sur mon utilisateur Libby Hawkins. Donc, si je clique sur la petite flèche, on peut voir qu'on retrouve en fait la même arborescence qui se trouve sur OVA, par exemple. Et si je fais clic droit dessus, j'ai les options de restauration. Je peux restaurer la boîte au complet. Je peux restaurer vers un autre tenant ou je peux l'exporter au format PST. Et au fur et à mesure en fait, que je navigue, par exemple, sur les dossiers, ici, c'est ce qu'on appelle la restauration granulaire. Je peux restaurer, par exemple, un élément du calendrier, un contact ou au mail près. Par exemple, je vais sur Inbox. Donc, normalement, ici, il va énumérer en fait tous les mails qui se trouvent sur la sauvegarde.
Et nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la recherche avancée pour aller pointer en fait sur les 2 mails qu'on a supprimés et qu'on souhaite récupérer. Donc là, il est en train d'énumérer les objets. Il va nous afficher la liste en fait avec tous les mails. Et moi, je peux utiliser la recherche avancée et rajouter en fait des critères pour aller pointer vers le mail dont on a besoin. Par exemple, moi, je vais lui dire ici, je vais prendre tous les fields et je vais affiner ma recherche en rajoutant en fait des critères sur le sujet. Donc moi, je vais lui dire ici, moi, je veux voir tous les mails qui contiennent alors Miguel et Dorset. Et je lance ma recherche et l'explorateur, en fait, il va parcourir le fichier de backup et il va m'afficher seulement les mails qui contiennent Miguel dans le sujet ou bien Dorset. Et du coup, en fait, ça nous permet de gagner du temps et ça permet de restaurer plus rapidement nos données. Donc, comme on peut le voir, l'explorateur, il m'a bien trouvé en fait les 2 mails que j'ai supprimés. Je peux les sélectionner et avec un clic droit, en fait, j'ai les options de restauration. Donc, je peux les restaurer directement en production. Je peux restaurer vers un autre tenant. Je peux exporter seulement ces 2 mails au format PST. Je peux les enregistrer en local ou les envoyer en tant qu'attachment. Donc, pour notre cas, on va restaurer vers le tenant. Ici, donc, on va se connecter avec le compte admin pour la restauration. Et ma restauration, en fait, elle va démarrer. Et comme on peut le voir sur l'explorateur, en fait, tous les mails qui se trouvent sur la sauvegarde et qui contiennent ou Miguel ou Dorset, ils sont affichés. Donc, ma restauration, elle s'est effectuée avec succès. Pas de message d'erreur. Et si jamais on va aller checker la boîte mail de notre utilisateur, on va voir en fait que les mails, ils ont bien été restaurés. Donc, si je tape Miguel Mora, je peux voir que mon mail, en fait, il a bien été restauré en production dans la boîte de l'utilisateur. L'autre mail, c'était Dorset. Voilà. Et je peux voir que le mail, il a bien été restauré en production. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est direct, c'est assez simple. Il suffit juste d'avoir en fait une des informations sur quel objet on souhaite restaurer. Et avec la recherche avancée, on peut pointer directement sur cet objet-là et le restaurer. Donc, jusqu'ici, c'est clair? Des questions par rapport à l'Explorateur Exchange, par exemple? Bon, c'est parfait. Parfait. Et du coup, en fait, de la même manière, on peut faire pareil pour SharePoint, par exemple. Si je vais cliquer ici, on va voir quel type de SharePoint il a accès. Marketing. Alors, document. Event planning, par exemple. OK, parfait. Donc ici, je vais supprimer ces fichiers-là, par exemple. Et je vais lancer, en fait, mon explorateur pour SharePoint. Donc, de la même manière, je prends mon job SharePoint, je vais explorer la dernière sauvegarde. Et de la même manière qu'avec l'Explorator Exchange, une fois que je clique sur la base de données, en fait, je vais voir la liste de tous mes sites SharePoint qui ont été sauvegardés. Par exemple, nous, sur notre cas de figure, on est sur le site marketing. Donc, avec un clic droit, vous avez la possibilité de restaurer le site en entier. Ou sinon, je vais cliquer et je vais naviguer à l'intérieur pour voir le contenu et aller pointer en fait sur les fichiers dont on a besoin. Et ici, ce qui rentre en jeu, on a la notion de versionning, par exemple. Donc, moi, par exemple, je suis sur mon dossier Event Planning. Si je fais View History, à partir de là, en fait, je peux voir les autres dates de modification des documents qui se trouvent à l'intérieur. Par exemple, pour ce dossier, j'ai 4 versions. Et si je navigue, je peux voir en fait la dernière date de modification. Et à partir de là, je peux choisir en fait quelle version je souhaite restaurer. Donc, je vais cliquer sur Event Planning. Et ici, en fait, sur ma sauvegarde, je peux retrouver les postes que j'ai supprimés. Donc, je vais les sélectionner pour les restaurer. Et on peut aussi utiliser la recherche avancée
si on ne connaît pas, par exemple, où se trouvent exactement les fichiers et on a juste des informations, par exemple, une partie du nom du fichier, la date de modification ou autre. Donc, dans la recherche avancée, vous avez des critères, par exemple, et on peut les utiliser et rajouter en fait nos conditions pour aller pointer sur le fichier. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai sélectionné les postes que j'ai supprimés et avec un clic droit, j'ai les options de restauration. Donc, je peux restaurer vers le même dossier ou vers un autre dossier. Je peux sélectionner les éléments et les mettre dans une archive ou bien je peux les envoyer en tant qu'attachment. Donc, pour nous, on va les restaurer directement en production. Donc, de la même manière, je vais me connecter avec mon compte admin pour faire la restauration. Et ce qui est bien sur SharePoint, c'est que vous verrez par la suite qu'il vous donne la possibilité de restaurer les droits sur les fichiers automatiquement. Donc, je reprends mon explorateur ici. Donc, je vais lui dire que je veux me restaurer à l'emplacement original. Et derrière, en fait, j'ai des options pour envoyer des notifications par mail et de restaurer les permissions aussi pour mes documents. Donc, je clique sur Restore. On a le petit pop-up de déroulement. Et derrière, une fois que c'est terminé, je peux aller checker en fait mon SharePoint et on va voir en fait si les éléments ils ont été restaurés ou pas. Donc, pas de message d'erreur, tout s'est effectué avec succès. Et si je reprends mon SharePoint Marketing, je vais rafraîchir la page et je vais voir que les posts, ils ont bien été restaurés. Et ici, on peut voir que la dernière personne qui a modifié ça, c'est le compte Restore de la solution Vim Backup pour Microsoft 365. Voilà, donc ça c'était pour l'explorateur SharePoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on a vu l'explorateur pour Exchange, pour SharePoint, pour Teams et OneDrive, les explorateurs sont ensemble. Donc de la même manière, par exemple, pour OneDrive, si je lance l'explorateur, je vais avoir accès en fait à la vue organisation. Je vais pouvoir faire un défilé et je vais avoir accès en fait à tous mes SharePoint et je vais pouvoir les parcourir et restaurer soit au document prêt, soit au dossier prêt, ou bien l'option dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la possibilité en fait de copier le OneDrive et de le coller chez un autre utilisateur. Donc ici, c'était la vue depuis la console. Et tout à l'heure, on parlait en fait du portail self-service. Donc ça, c'est, on va dire, la vue globale, la vue admin. Et derrière, vous avez la possibilité en fait de donner accès aux utilisateurs pour qu'ils puissent effectuer les restaurations eux-mêmes d'une manière autonome. Et ici, en fait, on a ce qu'on appelle le service, le portail self-service, où je vais me connecter en fait avec mon utilisateur standard. Donc, dans ce cas, par exemple, je suis connecté avec Libby Hawkins, c'est l'utilisateur pour lequel on a fait les tests. Et depuis cette interface-là, je peux choisir en fait mon point de rétention en fonction de comment le job il a été configuré, et j'aurai accès seulement aux services en fait qui ont été sauvegardés pour moi. Donc, par exemple, pour Libby, j'ai accès à ma boîte mail, j'ai accès à mon OneDrive et à mon site SharePoint perso. Et je peux en fait restaurer d'une manière autonome à partir de cette interface-là. Et l'utilisateur ici, en fait, il pourra seulement restaurer, il ne peut pas supprimer les points de rétention et il ne peut pas supprimer en fait la donnée qui se trouve sur la sauvegarde. Donc, à partir de cette interface-là, on peut faire que de la restauration. Et à côté de tout ça, par exemple ici, sur la partie historique sur la console Vim Backup pour Microsoft 365, vous avez de l'audit. Par exemple, vous pouvez voir les jobs de sauvegarde, à quelle heure ils ont tourné, est-ce que ça s'est exécuté avec succès ou pas. Et vous pouvez aussi avoir des informations en fait sur les restaurations qui ont été faites. Par exemple, si quelqu'un il a utilisé le portail self-service pour faire des restaurations, ça va s'afficher ici. Et pour finir, on parlait tout à l'heure de l'intégration avec Vim1 qui est notre outil de monitoring. En fait, une fois que vous connectez Vim Backup pour Microsoft 365 avec Vim1, vous pouvez en fait avoir une vue globale de l'infrastructure de sauvegarde pour Microsoft 365
avec les informations sur combien d'organisations elle est sauvegardée, les utilisateurs, les groupes sauvegardés, les sites SharePoint et les Teams, et des informations sur l'espace que vous consommez sur vos repositories et votre infrastructure et les composants qu'elles contiennent. Et bien sûr, ici, par exemple, vous avez le petit camembert pour avoir des informations sur les jobs, ceux qui sont en train de tourner, et ainsi de suite. Et aussi, en fait, vous avez des alarmes donc, qui sont préconfigurées pour vous donner des informations. Par exemple, ici, moi, j'ai une alarme parce que mon repository, il lui reste pas beaucoup d'espace et du coup, l'alarme, elle est déclenchée et la notification, elle arrive chez vous. OK. Ainsi, on a fait le tour de la solution. Donc, si vous avez des questions ou des fonctionnalités que vous voulez voir, n'hésitez pas en fait à débloquer votre micro ou à mettre la question sur le chat. D'accord, merci Nadji pour cette belle démonstration. Des questions? Merci à vous. Je pense qu'on a une question de Aïda Kassa Traoré. Oui, bon, en réalité, on était connectés à deux. D'accord. Les Ok, gars, allez-y, on vous écoute. ne soyez pas intimidés, hein. Si vous avez des questions, c'est le moment et puis l'opportunité est belle aussi, quoi. Oui, n'hésitez pas. En fait, il n'y a pas de questions bêtes. Sinon, au moins, est-ce que vous avez trouvé la présentation intéressante et c'est quelque chose qui vous a apporté de la valeur, qui peut vous être utile au sein de votre organisation? Oui, bien sûr. Moi, c'est la première fois que je vois Teams, hein. Donc, je le découvre. Je crois que c'est une très belle solution qui peut beaucoup. Je pense que je n'avais pas activé un truc là. Donc, j'ai parlé dans les Oui. 8. Oh, on n'a rien entendu. Si tu parlais, en tout cas, on t'a pas entendu. Non, en réalité, Mais quand j'ai ouvert le micro, il y a un Ah, truc que je n'avais pas vu. oui, s'il vous plaît. Voilà, je disais que dans le même ordre d'idée, mais bon, avec un autre domaine, concernant euh, les bases de données Oracle. Oui. Voilà. Étant donné que ces bases de données là, fonctionnent sur des instances Oracle. Voilà. Et comment on peut, par exemple, sauvegarder euh, de manière granulaire, comme ce que vous venez de faire. Voilà. Alors, en fait, pour Oracle, ça rentre dans le Vim Backup et Replication. En fait, on a des plugins d'intégration pour tout ce qui est base de données Oracle qui vont nous permettre en fait d'avoir ce qu'on appelle l'application aware processing et de faire de la restauration granulaire pour ça. Je pourrais partager avec vous après des liens si vous voulez pour D'accord. avoir plus de détails sur ça. D'accord. Et en même temps, est-ce que les supports voilà, de cette formation, est-ce qu'on pourrait en avoir? oui, à la fin, je vais envoyer un format PDF à Geoffroy qui vous communiquera cela. Euh, D'accord. Voilà, C'est merci. prévu. Voilà, merci. On a aussi d'autres présentations, à l'instar de ce que Najib a fait, qui sont disponibles sur le site de Vim. Si vous allez sur le site de Vim, www.vim.com/fr, vous aurez une loupe de recherche et là, vous mettez webinaire enregistré au pluriel. Vous verrez une série de webinaires qui ont été réalisés par des système engineers comme Najib et c'est en français. C'est là l'avantage et vous avez différents points qui ont été développés sur toutes les solutions, que ce soit Vim Backup pour Office 365, Vim Backup and Replication, Vim Disaster Recovery Orchestrator et toutes les solutions en standalone. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre aussi le lien dans le chat. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une plateforme d'auto-apprentissage, e-learning, pour faire simple? Oui, alors, du coup, juste un instant, je vais partager avec vous un lien. Alors, hop.
Ok. En fait, sur le chat, j'ai partagé avec vous un lien. Donc, c'est go.vim.com, Hands-on Lab. Et en fait, à partir de là, vous avez la possibilité de générer des labs pour une durée temporaire avec la solution Vim Backup Air Application déjà déployée, d'accord? Pour que vous puissiez jouer avec, tester les options de sauvegarde, de restauration. Si vous cliquez sur le lien, en fait, vous avez différents scénarios qui sont mis à disposition et vous pouvez les utiliser pour mettre la main sur la solution et avoir un aperçu, sans avoir à la déployer en prem chez vous. Super. Merci. J'ai également partagé avec vous le lien vers les webinaires dont je parlais. Et aussi, on a notre Help Center en anglais. Donc, il vous permet également de pouvoir avoir accès à la documentation. Généralement, c'est en anglais. Et Geoffroy me connaît et c'est la partie où je dis, c'est là où on voit qui rentrait en classe durant les cours d'anglais à l'école. Donc, il y a beaucoup de documentation que Vim met à votre disposition pour pouvoir comprendre et voir comment est-ce que tout fonctionne chez nous. Voilà. Ouais. J'ai partagé aussi avec vous le site des best practices Vim pour la Vim Backup pour Microsoft 365, où vous avez des informations détaillées, par exemple, sur les préparatifs avant de déployer la solution, le sizing du repository, combien de ressources il faut, et ainsi de suite. D'accord. J'avais également proposé, demandé à ce qu'on nos participants puissent faire des propositions pour les prochaines sessions, les prochains webinaires, notamment en termes de thématiques qu'ils souhaiteraient qu'on aborde. Tu peux aussi laisser ces propositions-là dans le chat. Soit c'est Najib qui a été trop bon, donc tout a été compris, soit ce qu'on a fait n'a pas été utile pour notre audience, je pense. Je disais peut-être que Najib a été super bon. J'espère. Bon, j'espère qu'on a apporté au moins quelques informations et que vous pouvez y voir plus clair. Bien sûr, si par la suite vous aurez des questions ou autres, n'hésitez pas à revenir, que ce soit vers moi, vers Atta ou vers Geoffrey. On se ferait un plaisir de rentrer en contact de nouveau avec vous et de vous expliquer en fait s'il y a des ambiguïtés ou autres. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Ok, Ok. Geoffroy. Donc, je pense que s'il n'y a pas de... Il y a pas de... Ah, ok. Donc, ouais, Raoul Kabori dit que la préoccupation, c'est plus la sauvegarde des VM et le dimensionnement et tout. Donc, déjà, c'est bien parce que la documentation qui a été fournie peut vous permettre déjà de pouvoir voir toutes les best practices et tout. Et derrière, Geoffroy va se charger de vous contacter pour pouvoir prendre l'ampleur des besoins. Et ces séances-là, ce sont des séances que nous souhaitons répétitives. Donc, on peut toujours s'organiser pour organiser encore une séance en fonction de la disponibilité de chacun de nous. OK? Bien sûr. C'est ça. Pareil aussi pour Aïda Kassa Traoré, qui revenait aussi sur son dimensionnement. Je pense qu'on pourra, voilà, je vais prendre la tâche avec vous. On pourra organiser une séance où on pourra mieux échanger là-dessus, voilà. OK. Inclure Mais, aussi Atta et Najib au besoin. voilà. Mais déjà, qu'ils prennent le temps de regarder toute la documentation fournie, je suis sûr que déjà une partie des réponses sera fournie. Et puis derrière, les sessions seront beaucoup plus explicatives s'il y a des points d'ombre qui existeront en plus, quoi. Bien sûr. Exactement. Merci encore une fois pour votre présence et pour l'intérêt que vous avez apporté pour ce webinaire et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à vous pour le support et la disponibilité et à très bientôt. À très bientôt. Très Merci bonne tout le journée à tous. monde, Ok, très bonne merci journée et ok, à très merci à bientôt. Sankfis. On aimerait avoir Merci. beaucoup de Merci. clients Vim via 5 fils après cette présentation. Voilà, Il n'y a merci Exactement. pas de beaucoup à souci, tous. ça sera fait. Parfait. Merci. Merci à Merci. tous.
Bonne journée, au revoir. C'est coupé, ouais.